Ma belle-fille a dit, elle ne va plus vivre très longtemps, alors j'ai fait semblant d'être morte. Il y a des moments dans la vie où les paroles de quelqu'un peuvent couper plus profondément que n'importe quelle lame. C'est exactement ce que j'ai ressenti cet après-midi pluvieux de novembre à Paris, quand j'ai entendu ma propre belle-fille murmurer ces paroles cruelles. Je m'appelle Élodie Beaumont. J'ai 72 ans, veuve depuis presque une décennie, et jusqu'à récemment, je vivais dans un élégant appartement dans le 16e arrondissement de Paris. La vie m'a généreusement comblée, j'ai bâti une fortune considérable avec mon réseau de boutiques de mode qui s'est répandu dans toute la France. Mon défunt mari, Bernard, m'a laissé financièrement à l'abri, mais émotionnellement abandonné. Cet après-midi-là, je rentrais plus tôt que d'habitude de mon déjeuner avec des amis au Procope. La pluie fine m'avait fait revenir avant l'heure prévue. Le concierge ne m'a pas vu entrer, et je suis monté silencieusement par l'ascenseur ancien qui grinçait doucement. En m'approchant de la porte de mon appartement, j'ai entendu des voix, mon fils Philippe et ma belle-fille Céline étaient en visite, ce qu'ils faisaient rarement sans prévenir. Elle ne va plus vivre très longtemps, a dit Céline avec une froideur qui a glacé mon sang. Ta mère a déjà 72 ans, Philippe. Les médecins ont dit que sa santé se détériore. Nous devons commencer à penser à l'avenir, à l'appartement, aux boutiques, tout cela vaudra des millions. Je me suis arrêté net, ma main suspendue dans l'air, sur le point de tourner la clé dans la serrure. Mon propre fils n'a pas répondu, ne m'a pas défendu. Son silence a été plus douloureux que n'importe quelle parole qu'il aurait pu prononcer. Et cette maison à Nice, a poursuivi Céline. Elle n'y va même plus. Une propriété comme celle-là, face à la Méditerranée, gaspillée. Nous pourrions la vendre dès que, tu sais. Des larmes silencieuses coulaient sur mon visage ridé. Ce n'était pas la première fois que je percevais leur avidité, mais elle n'avait jamais été aussi claire, aussi explicite. Comme si j'étais juste un obstacle entre eux et ma fortune. Comme si ma vie avait une date de péremption qui n'arrivait pas assez vite. À ce moment-là, quelque chose en moi a changé. Ce n'était pas de la colère, c'était une clarté surprenante. Je me suis éloigné de la porte sans faire de bruit. J'ai descendu les escaliers au lieu d'utiliser l'ascenseur et je suis sorti sous la pluie parisienne, qui tombait maintenant plus fort, se mêlant à mes larmes. J'ai marché pendant des heures dans les rues de Paris. La ville que j'aimais tant semblait différente maintenant, comme si elle était devenue le témoin silencieux de mon humiliation. Je suis passé par le Pont-Neuf, où Bernard m'avait demandé en mariage il y a 50 ans. Je me suis souvenu de l'éclat dans ses yeux, de la promesse d'une vie entière ensemble. Et maintenant, j'étais là, seul, trahi par mon propre sang. Le ciel s'assombrissait rapidement, typique d'un après-midi d'automne à Paris. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer, se reflétant dans les flaques d'eau qui se formaient sur les trottoirs pavés. Des familles rentraient chez elles après une journée de travail, de jeunes couples marchaient main dans la main, et moi, j'errais sans but, une vieille femme solitaire au milieu de la foule. J'ai trouvé refuge dans un petit café sur la place Saint-Michel. La chaleur qui émanait de l'endroit contrastait avec le froid que je ressentais à l'intérieur. J'ai commandé un café fort et me suis assise à une table de coin, d'où je pouvais observer la vie qui se déroulait dehors. « Madame, tout va bien ?» a demandé le jeune serveur, remarquant mon état trempé et abattu. Je l'ai regardé. Il devait avoir environ 30 ans, l'âge de mon petit-fils Victor, qui ne me rendait visite qu'aux dates spéciales, toujours pressé, toujours les yeux fixés sur sa montre. « Oui, mon petit. » « Juste une journée difficile, ai-je répondu, forçant un sourire. Il a acquiescé, compréhensif, et m'a apporté un petit verre de cognac avec le café. « C'est la maison qui offre, madame. Pour chasser le froid. » Ce petit geste de gentillesse, d'un étranger, qui plus est, a fait de nouveau monter les larmes à mes yeux. Depuis combien de temps avais-je accepté d'être traité comme un fardeau par ma propre famille ? Depuis combien de temps m'étais-je menti, croyant qu'il me rendait visite par amour, et non par obligation ou intérêt ? J'ai observé le va-et-vient des gens à travers la fenêtre embuée du café, chacun avec sa propre histoire, ses propres luttes. Et c'est là, dans ce moment de solitude et de réflexion,
qu'une idée a commencé à se former dans mon esprit. Une idée radicale, peut-être même un peu malicieuse, mais qui a planté une graine d'espoir dans mon cœur fatigué. Elle ne va plus vivre très longtemps, avait dit Céline. Peut-être était-il temps de leur donner ce qu'ils voulaient tant. Pas ma mort réelle, bien sûr, mais quelque chose qui pourrait servir de leçon. Une leçon sur la valorisation des personnes pendant qu'elles sont encore là, sur le respect, sur la vraie signification de la famille. J'ai terminé mon café et mon cognac, laissé un généreux pourboire au gentil serveur, et suis sorti dans la nuit parisienne avec une nouvelle détermination dans les yeux. Le plan n'était pas encore complètement formé, mais l'idée centrale était déjà là, j'allais disparaître. Élodie Beaumont, la riche veuve du 16e arrondissement, cesserait d'exister. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, avant même que le soleil ne se lève. J'avais peu dormi, mais mon esprit était clair, revigoré par la décision prise. L'appartement, qui m'avait semblé auparavant un refuge, ressemblait maintenant à une prison dorée, remplie de souvenirs d'une famille qui ne m'appréciait pas. J'ai fait une liste mentale de ce que je devrais faire. D'abord, je devais assurer mon accès à l'argent sans éveiller de soupçons. Ensuite, trouver un endroit où séjourner temporairement, loin des regards curieux. Et enfin, orchestrer ma disparition de manière convaincante. À 9 heures précises, j'étais dans le bureau de mon avocat, Maurice Lefebvre, un homme discret et compétent qui s'occupait de mes affaires juridiques depuis des décennies. Je lui ai expliqué ma situation, omettant la partie concernant la conversation de Philippe et Céline que j'avais surprise, et j'ai exprimé mon désir de faire quelques changements dans mes arrangements financiers. « Madame Beaumont, êtes-vous sûre de cela ?» a demandé Maurice, ajustant ses lunettes de lecture. « Transférer une somme aussi importante sur un nouveau compte, à votre nom de jeune fille, c'est inhabituel. »« Maurice, je vous fais confiance depuis 30 ans. Vous me connaissez assez pour savoir que je ne prends pas de décision à la légère, ai-je répondu fermement. J'ai besoin de cette flexibilité financière. Et, plus important encore, j'ai besoin de votre discrétion absolue. » Il m'a observé un moment, comme s'il essayait de déchiffrer ce qui n'était pas dit. Finalement, il a acquiescé. « Je comprends, madame. Je m'occuperai de tout personnellement. Les documents seront prêts pour votre signature dès demain. » Je suis sorti du bureau avec un poids en moins sur les épaules. La première pièce de mon plan était en mouvement. Maintenant, j'avais besoin d'une confidente, quelqu'un en qui je pourrais avoir une confiance totale. Mon choix s'est porté sur Mathilde, mon amie d'enfance et la seule personne qui me connaissait vraiment. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant à Montmartre, loin des endroits que nous fréquentions habituellement. « Mon Dieu, Élodie! Tu es sérieuse ?» s'est-elle exclamée, après que je lui ai expliqué mon plan. Son visage, marqué par le temps comme le mien, montrait plus d'inquiétude que de surprise. « Je n'ai jamais été aussi sérieuse de toute ma vie, ai-je répondu, prenant une gorgée de mon thé. « Tu ne les as pas entendus, Mathilde. » La froideur, elle, anxiété face à ma mort imminente. Mon propre fils. Mathilde a couvert ma main de la sienne, son contact réconfortant comme il l'avait toujours été, depuis les jours où nous étions des petites filles courant dans les jardins du Luxembourg. « Et que comptes-tu faire après être morte ?» a-t-elle demandé, baissant la voix bien que nous soyons seuls dans notre coin du restaurant. « Vivre, Mathilde. Vraiment vivre. Te souviens-tu de la maison à Nice que Bernard et moi avons achetée il y a des années ? Je n'y vais presque jamais parce que Philippe se plaint toujours que c'est trop loin pour me rendre visite. Eh bien, ce sera maintenant mon refuge. L'endroit où Élise Moreau, mon nom de jeune fille, commencera sa nouvelle vie. » Mathilde m'a regardé avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Mais et s'ils découvrent ? Et si ? » « Ils ne découvriront pas, ai-je interrompu, plus confiante que je ne l'étais réellement. Je serai prudente. D'ailleurs, ce ne sera pas pour toujours. Juste le temps nécessaire pour leur donner une leçon. Pour leur faire comprendre ce qu'ils ont perdu. « Et comment vas-tu, tu sais, mourir ?» a-t-elle demandé, avec un léger tremblement dans la voix. J'ai souri, un sourire qui n'atteignait pas mes yeux.
Je réfléchis encore aux détails. Mais ce sera convaincant, tu peux en être sûr. Dans les jours qui ont suivi, je me suis consacré à organiser mes finances et à préparer ma maison à Nice, discrètement. J'ai engagé une entreprise de nettoyage pour tout mettre en ordre et j'ai commandé de nouveaux meubles par Internet, à livrer la semaine suivante. Tout au nom d'Élise Moreau, une identité que je n'avais pas utilisée depuis plus d'un demi-siècle, depuis mon mariage avec Bernard. Une semaine après ce funeste après-midi où j'avais surpris la conversation de Philippe et Céline, j'étais prête à mettre mon plan à exécution. La partie la plus difficile serait de convaincre mon fils et ma belle-fille que j'avais réellement quitté ce monde, sans laisser aucun soupçon. L'opportunité s'est présentée plus rapidement que je ne l'espérais. Philippe m'a appelé, chose rare, pour me dire que lui et Céline prévoyaient un voyage de 2 semaines dans les Alpes. Pourrais-tu vérifier notre appartement de temps en temps, maman? Juste pour t'assurer que tout va bien, m'a-t-il demandé, avec cette fausse préoccupation que je reconnaissais si bien maintenant. Bien sûr, mon chéri, ai-je répondu, sentant un nœud dans ma gorge. Ce serait la dernière fois que je parlerais à mon fils en tant qu'Élodie Beaumont. Profitez du voyage. Faites attention sur les routes. Oui, maman. Au revoir. Au revoir, Philippe, ai-je répondu, avec une finesse qu'il n'a pas perçue. Ce n'était pas seulement un au revoir pour cet appel, mais pour toute une vie. Le lendemain, avec Philippe et Céline déjà dans les Alpes, j'ai fait ma dernière visite à la tombe de Bernard au Père-Lachaise. J'ai déposé des roses blanches, ses préférées, et je lui ai parlé de mon plan, comme s'il pouvait m'entendre. Tu me manques tellement, mon amour, ai-je murmuré, sentant les larmes couler librement. Mais je dois faire ça. Pour moi-même. Pour trouver un peu de paix dans les années qu'il me reste. Je suis rentrée chez moi et j'ai tout préparé. J'ai écrit une lettre vague, mentionnant que je ne me sentais pas bien, que j'allais me coucher plus tôt. Rien qui puisse ressembler à un adieu, juste assez pour justifier ma réclusion pendant quelques jours. Puis, avec seulement 2 valises contenant l'essentiel, je suis discrètement sortie de mon appartement. Mathilde m'attendait dans sa voiture, garée à quelques pâtés de maison. « Tu es vraiment décidée ?» m'a-t-elle demandé, une dernière fois, tandis qu'elle mettait mes valises dans le coffre. « Plus que jamais » ai-je répondu, jetant un dernier regard à l'immeuble qui avait été mon foyer pendant des décennies. Il est temps qu'Élodie Beaumont repose en paix. Et qu'Élise Moreau commence à vivre. Mathilde a acquiescé, comprenant la profondeur de ma décision. Nous sommes montés dans la voiture et elle a démarré. Tandis que nous nous éloignions des rues familières du 16e arrondissement, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de libération. Je laissais derrière moi toute une vie de souvenirs, mais aussi un fardeau d'attente et de déception. Le plan était simple, mais nécessitait de la précision. Mathilde me déposerait à la gare de Lyon, où je prendrais le TGV pour Nice. Pendant ce temps, elle retournerait à mon appartement avec un double de ma clé, laisserait des indices subtils qu'il s'était passé quelque chose, un verre brisé sur le sol de la cuisine, la porte de la salle de bain entr'ouverte avec la lumière allumée, et aucun signe de moi. Après 2 jours sans répondre aux appels, mon téléphone resterait avec Mathilde à Paris, Philippe serait notifié par des voisins inquiets. Il reviendrait précipitamment des Alpes pour trouver l'appartement vide, avec des signes que quelque chose avait mal tourné, mais sans aucune explication claire de ma disparition. Les autorités seraient impliquées, bien sûr. Il y aurait des recherches, des interrogatoires. Mais avec le passage des semaines, sans aucun indice concret, la théorie la plus probable serait que j'avais subi une sorte d'attaque ou d'accident. Désorienté, j'aurais quitté l'appartement, peut-être tombé dans la Seine, ou été victime d'un crime non résolu. Était-ce cruel? Peut-être. Mais pas plus cruel que d'entendre ma propre belle-fille discuter de ma mort imminente comme si c'était une commodité, tandis que mon fils restait dans un silence complice. Alors que le train traversait le paysage français en direction du sud, j'ai observé le ciel qui passait progressivement du gris à un bleu clair. Paris restait derrière, avec Élodie Beaumont. Devant moi se trouvait Nice, la Méditerranée, et une nouvelle chance de vivre les années qu'il me restait avec dignité et, qui sait, même avec joie. Elle ne va plus vivre très longtemps, avait dit Céline.
Elle ne savait pas que ces paroles, au lieu de me détruire, m'avaient libéré. J'étais sur le point de renaître, non pas comme la grand-mère riche et commode qu'il visitait uniquement par obligation, mais comme une femme déterminée à redécouvrir le plaisir de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et peut-être, juste peut-être, quand la leçon aurait été apprise, Élodie Beaumont pourrait ressusciter pour une famille qui comprendrait enfin la valeur du respect, de l'amour véritable et de la présence, pas seulement de l'héritage, d'une mère âgée. Mon cœur battait la chamade tandis que je lisais ce message sur le téléphone de Camille. À ce moment-là, je savais que je devais faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire à 70 ans, devenir détective pour sauver mon fils d'un mariage fondé sur des mensonges. Comment une mère découvre-t-elle la vérité sans briser le cœur de son propre fils? Que feriez-vous si vous découvriez une chose pareille? Mon histoire ne fait que commencer et, croyez-moi, ce que j'ai découvert dans les jours qui ont suivi m'a complètement bouleversé. Continuez cette aventure avec moi. Je vous promets que ce que je vais révéler au fil de cette histoire vous montrera jusqu'où une mère peut aller par amour. La vérité doit être connue, aussi douloureuse soit-elle. Croyez-moi, vous voudrez savoir comment cette histoire se termine, et ce qui s'est passé quand j'ai finalement montré les preuves à Antoine. Le train est arrivé à la gare de Nice alors que le soleil commençait déjà à se coucher sur la mer Méditerranée. J'ai observé par la fenêtre la lumière dorée qui baignait la promenade des Anglais, un spectacle dont j'avais oublié la beauté. Les palmiers se balançaient doucement sous la brise marine, et le bleu profond de l'eau contrastait avec le ciel orangé du crépuscule. J'ai débarqué avec mes 2 valises, respirant profondément l'air salé. La chaleur du sud était bienvenue après le froid humide de Paris, et mes os fatigués semblaient immédiatement reconnaissants. J'ai pris un taxi et fourni l'adresse de ma maison à Cap Ferrat, un petit village à quelques kilomètres de Nice. Première fois dans le sud de la France, madame, a demandé le chauffeur, un homme d'âge moyen avec un fort accent local. Non, monsieur. Je rentre chez moi, ai-je répondu avec un sourire, savourant le double sens de mes paroles. C'était vrai, je retournais dans une maison que j'avais négligée pendant des années, mais je revenais aussi à moi-même. La Villa Azur, comme Bernard l'avait baptisée des décennies auparavant, se trouvait sur un petit promontoire avec vue sur la mer. Elle était plus petite que notre appartement à Paris, mais infiniment plus charmante, avec ses murs de pierre claire, son toit de tuiles en terre cuite et ses persiennes bleues typiques de la région. Le jardin, bien qu'un peu abandonné, gardait encore le parfum intense de la lavande et du romarin. Quand le taxi est parti, je suis resté seul à l'entrée, contemplant l'endroit qui serait mon refuge et ma renaissance. Insérer la clé dans la serrure et ouvrir la porte était comme tourner une page de ma vie. L'intérieur était poussiéreux, avec des meubles recouverts de drap blanc, mais je pouvais voir le potentiel, la lumière naturelle qui entrait par les larges fenêtres, le sol de pierre froide, la cheminée en pierre qui serait confortable lors des nuits plus fraîches. Cette première nuit, j'ai dormi sur un matelas improvisé dans le salon, enveloppé dans une couverture que j'avais apportée dans ma valise. Étrangement, ce fut le sommeil le plus paisible que j'avais eu depuis des années. Sans le poids des attentes, sans l'ombre de la déception constante, juste moi et le bruit des vagues se brisant sur la côte. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le soleil entrant par les fenêtres sans rideaux. Pendant un moment, j'ai été désorienté, ne reconnaissant pas où j'étais. Puis tout est revenu, la conversation que j'avais entendue, ma décision impulsive mais ferme, le train pour Nice. J'étais morte pour ma famille, mais je ne m'étais jamais sentie aussi vivante. Le premier jour à la Villa Azur a été consacré à l'organisation. J'ai engagé une équipe de nettoyage local pour rendre la maison à nouveau habitable. J'ai expliqué que j'étais Élise Moreau, une Parisienne qui avait finalement décidé de prendre sa retraite dans le sud. Personne n'a posé de questions, la région était habituée aux personnes âgées cherchant le climat doux pour leurs années dorées. Pendant que les nettoyeurs travaillaient, j'ai pris mon nouveau téléphone portable, acheté à Paris avant de partir, et j'ai appelé Mathilde. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, anxieuse. « Élodie ? C'est toi ? C'est Élise maintenant, tu te souviens ? Ai-je gentiment corrigé. « Comment vont les choses là-bas ?
Tout se passe comme prévu, a-t-elle répondu, baissant la voix. Je suis allée à ton appartement hier, j'ai tout laissé comme convenu. Ton courrier s'accumule, et j'ai déjà reçu 2 appels de voisins inquiets. Je pense qu'ils vont bientôt contacter Philippe. J'ai senti un pincement au cœur, un mélange de culpabilité et de détermination. Et mon ancien téléphone ? Sans batterie, rangé dans mon tiroir. Plusieurs appels manqués, la plupart des numéros que je ne reconnais pas, probablement du télémarketing. Rien de Philippe encore. Il est dans les Alpes, tu te souviens ? Il ne remarquera mon absence que lorsqu'il reviendra, dans une semaine ou plus. Il y a eu un moment de silence au bout de la ligne. Élodie. Élise, tu es sûre de toi ? Il est encore temps de faire marche arrière, de dire que tu es partie en voyage à l'improviste. Non, Mathilde. Je dois aller jusqu'au bout. Tu n'as pas entendu ce que j'ai entendu. Tu n'as pas ressenti ce que j'ai ressenti. Après avoir raccroché, je me suis assise sur la terrasse fraîchement nettoyée, observant le mouvement hypnotique des vagues. Il y avait une paix dans cela, une simplicité que Paris ne m'avait jamais offerte. Les jours suivants ont été des jours de transformation, tant pour la maison que pour moi-même. Les nouveaux meubles sont arrivés, clairs et contemporains, rien comme la décoration lourde et traditionnelle de l'appartement parisien. J'ai commencé à fréquenter le marché local tous les matins, achetant du poisson frais et des légumes de saison. J'ai échangé mes vêtements formels et mes bijoux ostentatoires contre des robes légères et confortables, des sandales au lieu de chaussures à talons. Même mes cheveux, toujours impeccablement teints et coiffés à Paris, je les ai laissés au naturel, les mèches grises brillant au soleil. Le véritable test a commencé la 2e semaine. Mathilde m'a appelé, la voix tremblante. Philippe est revenu des Alpes hier soir. Il a contacté la police ce matin. Il est désespéré, Élodie. Ou du moins, il semble l'être. J'ai fermé les yeux, imaginant la scène. Mon fils, habituellement si posé, faisant face à la disparition inexpliquée de sa mère. Comment as-tu su cela ? Il m'a appelé, te cherchant. Il m'a demandé si nous nous étions parlé récemment. J'ai dit la vérité, que je ne l'avais pas vu depuis notre dernier thé, il y a presque 2 semaines. Il semblait vraiment inquiet, Élodie. Inquiet pour moi ou pour l'héritage qui pourrait être en danger, ai-je demandé, plus amer que je ne le voulais. Je ne sais pas répondre à cela. Mais je pense que tu devrais regarder les informations ce soir. Ils vont faire un appel public. Et ce fut le cas. Ce soir-là, assise sur mon nouveau canapé à la Villa Azur, j'ai vu mon propre visage à la télévision. Une photographie récente, prise à l'anniversaire de Philippe l'année précédente. Je souriais à la caméra, ignorant ce qui allait arriver. La journaliste parlait de la mystérieuse disparition d'Élodie Beaumont, 72 ans, respectée femme d'affaires parisienne et philanthrope. Elle mentionnait l'absence de signes d'effraction dans mon appartement, le manque d'activité sur mes comptes bancaires, l'inquiétude croissante des autorités avec le passage des jours. Puis est venue la partie la plus difficile. Philippe est apparu à l'écran, Céline à ses côtés, tous deux vêtus de noir, comme s'ils étaient déjà en deuil. Mon fils semblait abattu, avec de profonds cernes. Il a parlé directement à la caméra, implorant des informations sur ma localisation, offrant une récompense substantielle. Maman, si tu regardes, s'il te plaît, rentre à la maison. Tu nous manques. Nous sommes désespérés. Céline a acquiescé à ses côtés, une larme coulant stratégiquement sur son visage parfait. J'ai éteint la télévision, me sentant étrangement vide. C'était une performance convaincante, je devais l'admettre. Peut-être même sincère de la part de Philippe. Mais où était cette préoccupation avant ? Où était cet amour quand il a permis à sa femme de parler de ma mort comme d'une commodité financière ? Les semaines se sont transformées en mois. La recherche d'Élodie Beaumont a continué, mais avec une intensité de plus en plus faible. En France, les personnes disparues ne sont pas déclarées officiellement mortes avant 10 ans, mais après 6 mois sans aucun indice, la police a commencé à traiter mon cas comme une mort accidentelle probable ou un crime non résolu. Pendant ce temps, Élise Moreau s'épanouissait à Cap-Ferrat. Je me suis lié d'amitié avec les commerçants locaux, je participais à des cours d'aquarelle le mardi, je marchais sur la plage tous les matins.
Mon corps, auparavant raidi par l'âge et le manque de mouvement, est devenu plus souple. Ma peau a pris une teinte dorée du soleil méditerranéen. Même mon appétit s'est amélioré, moi, qui à Paris touchais à peine au repas, je savourais maintenant chaque bouchée des plats provençaux que j'ai appris à préparer. Mathilde m'a rendu visite discrètement quelques fois, toujours choquée par ma transformation. Tu sembles 10 ans plus jeune, Hello. Élise, a-t-elle dit lors de sa deuxième visite, alors que nous prenions l'apéritif sur la terrasse au coucher du soleil. Je ne t'ai jamais vu si bien. J'ai souri, levant mon verre de rosé local. C'est ce qui arrive quand on décide de vivre pour soi-même, pas pour les autres. Mais tout n'était pas rose. Il y avait des moments, surtout la nuit, où la culpabilité me consumait. Je pensais à mon petit-fils Victor qui, malgré l'indifférence de son père et de sa mère, avait toujours été gentil avec moi. Je pensais aux amis que j'avais laissés à Paris, qui souffraient probablement de ma disparition inexpliquée. Et, oui, même à Philippe, le garçon qu'il avait été, pas l'homme qu'il était devenu. Lors d'une de ces nuits d'insomnie, j'ai pris une décision. Je n'étais pas prête à ressusciter complètement, mais j'avais besoin de savoir comment les choses se passaient réellement à Paris. J'ai appelé Mathilde. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, ai-je dit, dès qu'elle a décroché. Je veux que tu rendes visite à Philippe. Vois comment il va vraiment. Sans les caméras, sans Céline à proximité. Juste toi et lui. Mathilde a hésité. Tu es sûre ? Presque 4 mois se sont écoulés, Élise. Les choses doivent commencer à se calmer. C'est exactement pour cela. Je veux savoir s'il a déjà surmonté, s'il est déjà passé à autre chose. S'il a déjà commencé à vendre mes affaires, à partager l'héritage qu'il croit avoir reçu. 3 jours plus tard, Mathilde m'a rappelé. Sa voix était étrange, comme si elle était enrhumée. Je suis allée le voir ce matin. Il habite dans ton appartement maintenant, tu sais ? Il dit qu'il ne peut pas s'en défaire, qu'il y a trop de souvenirs de toi là-bas. J'ai haussé les sourcils, surprise. Et Céline ? Elle a également déménagé ? Non. Apparemment, ils sont séparés. Temporairement, du moins. Philippe a dit que Céline voulait commencer à rénover l'appartement, et cela a provoqué une terrible dispute. Il n'est pas prêt à aller de l'avant, Élise. Il semble dévasté. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Ça pourrait être juste de la culpabilité. Ou des remords pour ne pas m'avoir valorisé pendant que j'étais là. Peut-être. Mais il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose que je ne m'attendais pas à avoir. Il garde toutes tes affaires intactes. Ta chambre, tes effets personnels. Je l'ai trouvé en train de feuilleter tes vieux albums photos. Il y avait des larmes dans ses yeux, Élise. De vraies larmes. Je me suis laissé tomber sur une chaise, les jambes soudainement faibles. Qu'a-t-il dit d'autre ? Il a beaucoup parlé de regrets. Des choses qu'il aurait dû dire, faire. Des moments qu'il a laissé passer. Il m'a montré une lettre qu'il t'écrit, même en sachant que tu ne la liras jamais. Une lettre d'excuse, d'amour. J'ai fermé les yeux, sentant mes propres larmes couler. C'était ce que je voulais entendre, n'est-ce pas ? Que mon fils se souciait vraiment de moi, qu'il me manquait au-delà de la question financière. Alors pourquoi me sentais-je si vide ? Et Victor ? Mon petit-fils ? Il est revenu vivre à Paris. Il a quitté son emploi à Londres pour aider aux recherches. Maintenant, il travaille avec Philippe dans les boutiques. Il a dit qu'il n'avait jamais réalisé à quel point tu comptais pour lui jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'ai raccroché le téléphone, le cœur lourd. Le plan fonctionnait mieux que je ne l'espérais. Ma famille avait apparemment réalisé son erreur, valorisait ma mémoire maintenant que j'étais parti. Mais à quel prix ? Causer tant de douleur était-il vraiment justifiable ? Cette nuit-là, j'ai marché sur la plage déserte, les vagues léchant mes pieds nus. La pleine lune éclairait le chemin, projetant des ombres argentées sur le sable. J'ai pensé à Bernard, à la façon dont il disait toujours que la vengeance était un plat que nous devions laisser refroidir. J'ai pensé à ma mère, qui m'avait appris à pardonner, même dans les circonstances les plus difficiles. J'avais prouvé mon point. J'avais montré à moi-même que je pouvais vivre indépendamment, que je pouvais être heureuse sans l'approbation constante de ma famille. Mais maintenant, je devais décider de la prochaine étape. Continuer ma vie en tant qu'Élise Moreau,
en laissant Élodie Beaumont définitivement dans le passé? Ou révéler la vérité, affronter les conséquences, et essayer de reconstruire les liens brisés? La réponse n'est pas venue facilement. En observant le va-et-vient hypnotique des vagues, j'ai réalisé que j'avais besoin de plus de temps. Non pas pour punir ma famille, mais pour me comprendre moi-même. Pour découvrir qui j'étais vraiment, Élodie, la matriarche parisienne définie par ses relations familiales, ou Élise, la femme libre qui commençait tout juste à découvrir ses propres passions et désirs. Pour l'instant, j'ai décidé de rester Élise. La mort d'Élodie Beaumont avait apporté une leçon douloureuse, mais nécessaire, à ceux qui la considéraient comme dispensable. Et elle avait apporté une leçon tout aussi importante pour moi-même, celle qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour prioriser son propre bonheur. Le soleil commençait à se lever à l'horizon quand je suis retourné à la Villa Azur. Un nouveau jour, une nouvelle opportunité. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais véritablement curieuse de ce qu'il apporterait. Les mois ont passé avec une tranquillité que je n'avais jamais connue à Paris. Cela faisait presque 1 an depuis ma disparition, et la vie en tant qu'Élise Moreau s'était établie dans une routine agréable à Cap Ferrat. Mes journées commençaient par une promenade au lever du soleil sur la plage, suivie d'un petit déjeuner sur la petite véranda avec vue sur la mer. Les matinées étaient consacrées à la peinture. J'avais découvert un talent tardif pour l'aquarelle que je n'avais jamais eu l'occasion d'explorer. Les après-midi étaient réservés à la lecture, ou aux cours de cuisine provençale que j'avais commencé à suivre dans le village. Je m'étais fait des amis, de vrais amis, des personnes qui m'appréciaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je possédais. Ma voisine, Solange, une veuve de 75 ans avec l'énergie d'une jeune de 20 ans, était devenue ma compagne inséparable pour les visites au marché et les soirées de cinéma en plein air l'été. Antoine, le propriétaire de la librairie locale, me réservait les nouveaux romans qui arrivaient, connaissant mon goût pour les mystères situés en Provence. Et il y avait Lucien, un pêcheur retraité de 80 ans qui avait commencé à m'enseigner les poissons locaux et, peut-être, à me faire la cour avec sa manière rustique et charmante. La vie était bonne, simple, authentique. Et pourtant, l'ombre du passé ne m'abandonnait jamais complètement. Mathilde continuait à me tenir informée des événements à Paris, bien que moins fréquemment maintenant. Par un après-midi particulièrement chaud doux, alors que je peignais une vue de la baie depuis mon jardin, mon téléphone a sonné. C'était Mathilde, et sa voix semblait urgente. « Élise, nous devons parler. Quelque chose s'est passé. » J'ai posé mon pinceau, sentant un frisson malgré la chaleur. « Qu'est-ce que c'est ? Philippe va bien ? Victor ? Ils vont tous bien, physiquement parlant. Mais Philippe vend tout, Élise. Les boutiques, l'appartement, même les vieux meubles de famille. Tout. » Je me suis assise sur un banc proche, sentant mes jambes faiblir. « Comment ça, vendre ? Pourquoi ? Après que tu aies disparu, il a pris en charge la gestion des magasins. Au début, il semblait se consacrer à maintenir ton héritage. Mais récemment, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il avait des problèmes. Aujourd'hui, je suis allé visiter la boutique principale, et elle était fermée, avec un avis de vente dans la vitrine. Je l'ai appelé immédiatement. Et qu'a-t-il dit ? Il y a eu une longue pause de l'autre côté de la ligne. Qu'il a échoué. Qu'il n'a pas réussi à maintenir l'entreprise que tu as construite. Qu'il avait besoin d'un nouveau départ, loin de Paris, loin des souvenirs. Lui et Victor prévoient de déménager en Amérique, tu y crois ? Ouvrir une petite entreprise à New York. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Mon réseau de boutiques, construit au fil des décennies, avec tant de sueur et de sacrifices. Mon héritage. Tout devait être vendu, probablement à prix cassé, pour financer une aventure de l'autre côté de l'océan. Et Céline ? Elle part avec eux ? Autre silence. Non. Le divorce a été finalisé il y a 2 mois. Elle a gardé la maison de campagne et une bonne somme d'argent, d'après ce que j'ai entendu. Je me suis levée, incapable de rester immobile. J'ai commencé à marcher de long en large dans le jardin, réfléchissant furieusement. Quand ont-ils l'intention de partir ? Dans 3 semaines. Le billet est déjà acheté. Philippe a dit qu'il voulait être présent pour la vente finale de l'appartement, puis il partira sans regarder en arrière. Après avoir raccroché, je me suis assise au bord de la piscine, les pieds dans l'eau, contemplant ce que je venais d'entendre.
Une partie de moi se sentait coupable. Ma disparition avait déclenché une série d'événements qui avaient conduit à la destruction de tout ce que nous avions construit en tant que famille. Une autre partie ressentait de la colère. Comment Philippe pouvait-il abandonner si facilement? Vendre ce qui n'avait jamais été entièrement à lui pour commencer? Mais l'émotion dominante était un curieux, inattendu besoin d'action. Je m'étais retiré du monde, j'avais feint ma mort, pour donner une leçon à ma famille ingrate. Mais qu'avais-je accompli, à part observer à distance tandis que tout s'effondrait? Peut-être était-il temps qu'Élodie Beaumont ressuscite. Ce soir-là même, après beaucoup de réflexion, j'ai appelé Mathilde avec une demande inhabituelle. J'ai besoin que tu organises une rencontre avec Philippe. Dis-lui que tu as trouvé certains de mes documents qui pourraient être importants, concernant les boutiques. Fixe le rendez-vous dans 2 semaines, au café où nous avions l'habitude de nous retrouver. Et, Mathilde, ne mentionne rien à propos de moi. Absolument rien. Élodie, qu'est-ce que tu planifies? Une résurrection, ai-je simplement répondu. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées dans un tourbillon de préparatifs. D'abord, une visite à mon avocat à Nice, un homme différent de Maurice à Paris, mais tout aussi discret et compétent. Ensuite, des voyages dans des banques, chez des notaires, et même dans un salon de beauté, où j'ai décidé de garder mes cheveux gris, mais avec une coupe plus élégante, plus parisienne. Le plus difficile a été de décider quoi emporter avec moi et quoi laisser derrière. La Villa Azur était devenue un véritable foyer, bien plus que l'appartement de Paris ne l'avait jamais été. Solange a pleuré quand je lui ai dit que je devais m'absenter pour une durée indéterminée. « Tu reviendras, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé, serrant mes mains avec force. « Tu ne vas pas nous abandonner pour de bon ?»« Je promets que je reviendrai », ai-je répondu, surprise par la sincérité de ma réponse. Ce n'est pas un adieu, juste un au revoir. Lucien a été plus stoïque. Il s'est proposé pour s'occuper du jardin pendant mon absence, et quand nous nous sommes dit au revoir, il a placé dans mes mains un petit coquillage parfaitement poli par la mer. « Pour te souvenir de nous », a-t-il dit, avec son accent méditerranéen chargé. « Et pour te rappeler qu'il y a toujours un foyer qui t'attend ici. » Le matin de mon départ pour Paris, je me suis regardée dans le miroir une dernière fois. Je n'étais plus l'élégante et contenue Élodie Beaumont d'avant, avec ses tailleurs Chanel et ses colliers de perles. Je n'étais pas non plus totalement la détendue et libre Élise Moreau, avec ses robes légères et ses sandales simples. J'étais quelqu'un de nouveau, un mélange des deux, plus forte, plus consciente de ma propre valeur. Le train pour Paris est parti ponctuellement à 9h du matin. Pendant le voyage, j'ai mentalement répété ce que je dirais, comment je réagirais. Il y avait tant de possibilités, tant de variables. Philippe pourrait être furieux, pourrait me rejeter, pourrait même légalement remettre en question ma santé mentale. Ou il pourrait simplement pleurer de soulagement et m'étreindre, comme le garçon qu'il avait été un jour. Je suis arrivé à Paris dans l'après-midi de la veille du rendez-vous fixé. Je me suis installé dans un petit hôtel du Marais, loin de mon ancien quartier, où je pourrais passer inaperçu. J'ai demandé à dîner dans ma chambre, ne me sentant pas prête à affronter les bruits et l'agitation de la ville que j'avais laissée derrière moi. Le lendemain matin, je me suis habillée avec soin. J'ai opté pour une robe simple mais élégante, dans un ton de bleu qui s'accordait avec mes yeux. J'ai mis le collier que Bernard m'avait offert pour notre dernier anniversaire de mariage, le seul bijou que j'avais emporté avec moi à Nice. J'ai appliqué un maquillage léger, juste assez pour masquer la fatigue du voyage. Et puis, je suis sortie pour affronter le passé. Le café Les Deux Magots était bondé, comme toujours. J'ai choisi une table dans la zone extérieure, avec vue sur la place Saint-Germain-des-Prés. J'ai commandé un café au lait et une eau minérale, et j'ai attendu. J'ai vu Mathilde en premier, traversant la place avec son élégance habituelle. Elle portait un chapeau que je reconnaissais, je le lui avais offert moi-même pour ses 70 ans. À ses côtés marchait un homme grand et mince, aux épaules légèrement voûtées. Philippe. Mon cœur s'est accéléré. Mon fils semblait plus âgé, ses cheveux châtains maintenant généreusement parsemés de gris aux tempes. Il portait des lunettes que je ne reconnaissais pas. En avait-il besoin avant mon départ? Il avait perdu du poids, ses vêtements semblaient légèrement trop grands. Ils sont arrivés à l'entrée du café, et j'ai pu voir Mathilde montrer du doigt la table où j'étais assise. Philippe a regardé dans ma direction, initialement distrait, sans vraiment me voir. Puis, quand son regard s'est finalement fixé sur moi, j'ai vu son visage se transformer. D'abord, la confusion. Puis, l'incrédulité. Enfin,
un choc si profond que je me suis inquiétée pour sa santé. Il s'est figé sur place, la bouche entr'ouverte, les yeux écarquillés. Mathilde l'a tenu par le bras, murmurant quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Lentement, comme mus par une force invisible, ils ont marché jusqu'à ma table. « Bonjour, Philippe » ai-je dit, avec un calme que je ne ressentais pas ça fait longtemps. Mon fils s'est effondré sur la chaise en face de moi, le visage pâle comme du papier. « Maman » a-t-il murmuré, la voix presque inaudible. « C'est vraiment toi ?» Mathilde, sensible comme toujours, a murmuré quelque chose à propos de commander à boire et s'est éloignée, nous laissant de l'intimité. « Oui, mon fils. C'est moi. Mais, comment? Où ?» Il semblait incapable de formuler une question complète, ses yeux parcourant mon visage comme s'il essayait de mémoriser chaque détail, de confirmer qu'il n'était pas face à un fantôme. « C'est une longue histoire » ai-je répondu, prenant une gorgée de mon café pour gagner du temps. « Mais avant de la raconter, j'aimerais savoir pourquoi tu vends tout ce que j'ai construit. » Philippe a cligné des yeux, apparemment surpris par la question directe. « Maman, tu as été vivante tout ce temps? Tu as une idée de ce que nous avons traversé? » Ce que j'ai traversé? J'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais je suis restée ferme. Oui, j'étais vivante. Et j'allais très bien, merci. Mieux que je ne l'avais été depuis de nombreuses années, en fait. Où? Pourquoi? Nous avons cherché partout. La police, des détectives privés, même des voyants, mon Dieu. Sa voix s'est élevée, attirant des regards curieux des tables voisines. « Baisse la voix, Philippe » ai-je demandé calmement. « Et oui, je sais que vous avez cherché. Et je sais aussi ce que toi et Céline avez dit quand vous pensiez que je ne pouvais pas entendre. » Il a froncé les sourcils, confus. « Elle ne va plus vivre très longtemps » ai-je cité, ressentant l'amertume de ses paroles même après tant de temps. « Ta mère a déjà 72 ans. Les médecins ont dit que sa santé se détériore. » Philippe a pâli encore plus, si c'était possible. « Tu as entendu ça ?» Chaque mot. Y compris la partie sur la vente de ma maison à Nice dès que je partirais. Mon fils a couvert son visage de ses mains, ses épaules s'affaissant en signe de défaite. « Mon Dieu, maman, c'était Céline qui parlait. Tu sais comment elle est. Et tu ne l'as pas contredite. Tu n'as pas dit un mot pour me défendre. » Philippe a relevé le regard, les yeux rouges. « C'est pour ça que tu as disparu? Pour nous punir? Pour me punir? » Non, ai-je répondu, surprise de réaliser que c'était vrai. Je n'ai pas fait ça pour punir qui que ce soit. Je l'ai fait pour me libérer. Pour vivre le temps qu'il me reste selon mes propres conditions, pas comme une grand-mère riche que vous visitez par obligation, en attendant que je meure bientôt pour hériter de mon argent. Il y a eu un silence tendu. Mathilde est revenue avec les boissons, me lançant un regard de soutien avant de s'asseoir discrètement à 2 tables de distance. « Alors, pourquoi revenir maintenant ?» a finalement demandé Philippe, la voix plus contrôlée. « Pourquoi ne pas continuer à être libéré ?» J'ai soupiré, regardant l'église ancienne de l'autre côté de la place, ses cloches sonnant 4 heures. « Parce que j'ai entendu que tu vends mes boutiques. Que tu vends notre appartement. Que tu déménages en Amérique. Et j'ai réalisé que, malgré tout, je ne peux pas simplement te regarder détruire l'héritage que j'ai construit sans au moins essayer de le sauver. » Philippe a émis un rire amer. « Sauver quoi, maman? Il n'y a rien à sauver. J'ai essayé de gérer tes magasins, j'ai vraiment essayé. Mais je n'ai pas ton talent pour les affaires, je ne l'ai jamais eu. Les ventes ont chuté, les fournisseurs nous ont abandonnés quand ils ont su que tu n'étais plus vos commandes. Je croule sous les dettes. Et ta solution est de fuir? Vendre tout à prix cassé et recommencer sur un autre continent? Quelle est l'alternative, a-t-il riposté, la frustration évidente dans sa voix. Rester ici, où tout me rappelle toi, où tout le monde me regarde avec pitié, le fils de la femme d'affaires qui a mystérieusement disparu. Où ton fantôme me hante à chaque coin de rue, j'ai pris une autre gorgée de café, me donnant le temps de réfléchir. Et si je te disais qu'il y a une autre issue? Si j'étais disposé à t'aider, à t'enseigner, à travailler à tes côtés pour reconstruire? Philippe m'a fixé, l'espoir luttant contre la méfiance dans son regard. Après tout ce qui s'est passé? Après ce que tu as entendu? Oui, après tout, ai-je répondu fermement.
parce que j'ai appris quelque chose d'important durant cette année loin de Paris, Philippe. J'ai appris que la vie est trop courte pour garder des rancunes. Et que la famille, malgré toutes ses imperfections, reste la famille. Céline et moi avons divorcé, a-t-il dit brusquement, comme s'il avait besoin de le faire sortir. Après ta disparition, tout s'est effondré. Elle voulait vendre tes affaires immédiatement, redécorer l'appartement. Nous avons eu de terribles disputes. Jusqu'à ce qu'un jour je réalise qu'elle ne s'était jamais vraiment souciée de toi, seulement de ce que tu représentais. De ce qu'elle pourrait hériter. J'ai acquiescé, sans surprise. Et Victor ? Comment va-t-il ? Le visage de Philippe s'est adouci pour la première fois. Il va bien. Il est revenu de Londres pour m'aider. Il a plus de talent pour les affaires que je n'en ai jamais eu. Il te ressemble plus à cet égard. Il vient avec toi en Amérique ? C'était le plan. Jusqu'à maintenant. Philippe a hésité, puis a tendu la main à travers la table, touchant la mienne timidement. Maman, je suis tellement désolée. Pas seulement pour ce que tu as entendu, mais pour tout. Pour tout le temps où je ne t'ai pas valorisé comme je l'aurais dû. Et puis, quand tu as disparu, c'était comme si le monde s'était arrêté. Sa voix s'est brisée, et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Soudain, il n'était plus l'homme de 45 ans assis en face de moi, mais le garçon de 5 ans qui courait dans mes bras après être tombé de vélo. J'ai serré sa main, ressentant une émotion que j'avais réprimée depuis si longtemps. Je sais, mon petit. Je sais. Nous sommes restés ainsi pendant un long moment, les mains unies sur la table en marbre, le bourdonnement de l'après-midi parisien autour de nous, les cloches de Saint-Germain marquant le passage du temps. Que faisons-nous maintenant ? A finalement demandé Philippe, essuyant discrètement ses yeux avec une serviette. Juridiquement, tu es, eh bien, pas officiellement morte, mais vivante, certainement, ai-je complété avec un petit sourire. Et prête à reprendre le contrôle de ce qui m'appartient, si tu es disposée à travailler avec moi et non contre moi. Et, où étais-tu tout ce temps ? Si ça ne te dérange pas que je pose la question. J'ai souri plus largement. À Nice. Dans cette maison que Céline était si impatiente de vendre. J'ai découvert que j'adore la mer, les marchés locaux, et la sensation de liberté que je n'ai trouvée que là-bas. Philippe a semblé pensif. Tu vas rester à Paris maintenant ? Définitivement ? Non, ai-je répondu, réalisant la vérité en parlant. Paris n'est plus mon foyer, pas complètement. Mais je peux partager mon temps. Quelques mois ici, travaillant avec toi et Victor pour récupérer les boutiques. Le reste de l'année à Nice, vivant ma nouvelle vie. En tant qu'Élodie Beaumont ou en tant qu'un mélange, ai-je répondu, pensant à qui j'étais devenue durant cette dernière année. Ni la rigide femme d'affaires parisienne, ni la retraitée insouciante méditerranéenne. Quelqu'un à mi-chemin, quelqu'un qui a finalement trouvé l'équilibre. Philippe a lentement acquiescé, comme s'il assimilait tout. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Beaucoup d'explications à donner. La police, les avocats, les banques. Un problème à la fois, ai-je répondu, levant ma tasse dans un petit toast. En commençant par annuler la vente de l'appartement et des boutiques. Et, bien sûr, vos billets pour l'Amérique. Il a ri, un son que je n'avais pas entendu depuis des années. Victor ne va pas y croire. Il parle de toi tout le temps, tu sais ? De comment il a appris davantage sur les affaires en t'observant travailler que durant toutes ces années à l'université. J'ai hâte de le voir, ai-je dit, ressentant une pointe de nostalgie pour mon petit-fils. Mathilde s'est approchée, percevant que le moment le plus tendu était passé. Alors ? Tout va bien ici ? J'ai regardé Philippe, qui a acquiescé presque imperceptiblement. Nous sommes sur la bonne voie, ai-je répondu. Il y a encore beaucoup à résoudre, beaucoup de blessures à cicatriser. Mais nous commençons. Tandis que Mathilde nous rejoignait, et que la conversation dérivait vers des sujets plus pratiques où je logerais, quand je rencontrerais Victor, comment nous annoncerions mon retour, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas expérimentée depuis longtemps. Ce n'était pas la paix isolée que j'avais trouvée à Nice, mais quelque chose de différent, quelque chose qui venait de la réconciliation, du pardon, de l'acceptation. Elle ne va plus vivre très longtemps, avait dit Céline. Elle avait tort. Non seulement je continuais à vivre, mais, à bien des égards, je commençais seulement à vivre vraiment. Et cette fois, ce serait selon mes propres conditions.
C'était un matin ensoleillé de printemps lorsque nous avons inauguré la nouvelle boutique phare de Beaumont et Fils au Faubourg Saint-Honoré. Un an s'était écoulé depuis ma résurrection, et Paris avait finalement cessé de parler du mystère de la vieille millionnaire qui avait simulé sa propre mort pour donner une leçon à sa famille. D'autres scandales étaient apparus, d'autres histoires avaient fait les gros titres, et lentement nous étions revenus à une nouvelle normalité. La boutique resplendissait sous le soleil printanier. La façade classique avait été restaurée avec soin, préservant le charme original de la construction du XIXe siècle, tandis que l'intérieur avait été complètement rénové, combinant des éléments traditionnels français avec des touches contemporaines. La foule se pressait sur le trottoir, journalistes, clients fidèles, célébrités parisiennes, tous impatients d'assister à la renaissance de la maison Beaumont. Nerveuse, maman, a demandé Victor à mes côtés, élégant dans son costume bleu marine, ses cheveux châtains soigneusement coiffés en arrière. J'ai souri à mon petit-fils, ajustant la broche en saphir sur ma robe gris perle. Un peu. Mais c'est un bon type de nervosité. Philippe s'est approché, tenant des ciseaux cérémonials avec un large ruban rouge. Ces derniers mois, il avait repris le poids perdu, et l'éclat dans ses yeux me rappelait le garçon enthousiaste qu'il avait été un jour. C'est l'heure. Tout le monde attend. Ensemble, tous les trois, nous avons marché jusqu'à l'entrée du magasin. Les appareils photo ont flashé, capturant le moment. Philippe m'a tendu les ciseaux, faisant un pas de côté. Ladies and gentlemen, a-t-il annoncé en anglais, pour le bénéfice des journalistes internationaux présents. C'est avec un immense plaisir que je vous présente la véritable force créative derrière la maison Beaumont. Ma mère, Élodie Beaumont. Des applaudissements ont éclaté dans la foule. J'ai levé les ciseaux, sentant le poids du moment. Ce n'était pas seulement la réinauguration d'un magasin, c'était la célébration d'un voyage, d'une transformation, d'une renaissance qui allait bien au-delà des murs de ce bâtiment. Merci à tous d'être ici, ai-je dit au microphone, la voix ferme malgré l'émotion. On dit qu'on ne peut pas rentrer à la maison. Mais j'ai découvert que si à condition de redéfinir ce que « maison » signifie pour nous. J'ai coupé le ruban d'un mouvement précis, et les portes se sont ouvertes sous des applaudissements renouvelés. Philippe et Victor, un de chaque côté, m'ont guidé à l'intérieur de la boutique, où le champagne attendait d'être servi et la nouvelle collection développée personnellement par moi au cours des 6 derniers mois serait enfin présentée au public. La fête d'inauguration s'est prolongée jusqu'au début de la soirée. Des journalistes m'abordaient constamment, avides de détails sur mon année sabbatique ou sur ce que c'était que de travailler maintenant côte à côte avec mon fils et mon petit-fils. J'ai répondu avec grâce, esquivant les questions trop personnelles, mettant l'accent sur le renouveau de la marque et les plans pour l'avenir. Et maintenant, Madame Beaumont? Allez-vous rester à Paris? A demandé une jeune journaliste d'elle. Paris et Nice, ai-je répondu avec un sourire. J'ai découvert que je pouvais avoir le meilleur des deux mondes. Le dynamisme de la ville et la sérénité de la mer. Lorsque le dernier invité est finalement parti, je me suis effondré dans l'un des élégants fauteuils en velours qui décoraient l'espace. Philippe m'a apporté une dernière coupe de champagne, s'asseyant sur le canapé à côté. Victor a pris place à ma droite, desserrant sa cravate avec un soupir de soulagement. Ce fut un succès absolu, a dit Philippe, levant son verre pour un toast. À la maison Beaumont. À la famille Beaumont, ai-je doucement corrigé, touchant mon verre au sien. La véritable maison. Victor a souri, se joignant au toast. À l'avenir. Nous sommes restés là, tous les trois, savourant le moment de triomphe collectif. Les lumières de Paris commençaient à s'allumer dehors, et j'ai pensé à la façon dont ma vie avait radicalement changé au cours des 2 dernières années. Après mon retour, les choses n'ont pas été faciles, bien sûr. Il y a eu beaucoup d'explications à donner, beaucoup de documents à signer, beaucoup de larmes versées lors de conversations nocturnes. Philippe et moi avons traversé un processus douloureux, mais nécessaire, de reconstruction de notre relation. Victor, étonnamment, a été celui qui a offert le moins de résistance selon ses mots, il était simplement heureux d'avoir sa grand-mère de retour, peu importaient les circonstances. La presse s'est régalée de mon histoire. Pendant des semaines, j'ai été poursuivi par des journalistes, invité à des émissions de télévision, sollicité pour des livres et des documentaires. J'ai refusé la plupart, n'acceptant qu'une interview pour un magazine d'affaires respecté, où j'ai pu parler non pas du scandale familial, mais de mon parcours en tant que femme d'affaires et des plans pour l'avenir de la maison Beaumont. Les boutiques, qui étaient au bord de la faillite lorsque je suis revenu, ont lentement retrouvé leur prestige sous la direction conjointe de Victor et moi.
Philippe a trouvé sa place en tant que directeur des relations publiques, un rôle qui correspondait parfaitement à son charme naturel et à ses compétences sociales, sans la pression des décisions financières qui le stressaient tant auparavant. Parfois, je n'y crois toujours pas, a dit Philippe, interrompant mes pensées. Que tu es vraiment là. Que nous avons réussi à tout reconstruire. Moi non plus, ai-je avoué. Il y a eu des moments à Nice où je pensais que je ne reviendrais jamais. Et tu regrettes, a demandé Victor, avec la franchise directe qui était sa marque de fabrique. D'être revenu? J'ai réfléchi un moment, honnête comme j'avais promis de l'être avec ma famille désormais. Non. Ni d'être parti, ni d'être revenu. Les deux décisions m'ont amené jusqu'ici. Philippe s'est penché en avant, la curiosité évidente dans son regard. Et comment va? Lucien, n'est-ce pas? Le pêcheur dont tu as parlé. J'ai senti une chaleur monter à mon visage à 73 ans, j'étais encore capable de rougir comme une écolière. Il va très bien. En fait, il viendra me rendre visite le mois prochain, quand je retournerai à Nice. Victor a ri, échangeant un regard complice avec son père. Grand-mère a un admirateur. J'espère que tu l'amèneras à Paris aussi. Nous voulons connaître l'homme qui a conquis le cœur de la formidable Élodie Beaumont. Je ne sais toujours pas s'il a conquis quoi que ce soit, ai-je riposté, bien que le sourire s'obstinait à se former sur mes lèvres. Nous sommes juste amis. Bien sûr, a dit Philippe, le sarcasme évident. Tout comme toi et papa étiez juste amis avant de vous marier. Je me suis permis de rire, me souvenant avec tendresse de Bernard et de nos premières rencontres. Il aurait aimé Lucien, j'en suis sûr. Tous deux hommes pratiques, directs, sans prétention. Sérieusement, maman, a continué Philippe, le ton plus solennel maintenant. Je veux que tu saches que je suis heureux pour toi. Pour cette nouvelle vie que tu as construite, pour cette version plus libre de toi-même que tu as trouvée. Merci, mon fils, ai-je répondu, touché par la sincérité dans sa voix. Je pense que nous avons tous trouvé de meilleures versions de nous-mêmes dans ce processus, n'est-ce pas? Victor a acquiescé, pensif. Je n'ai jamais imaginé que je travaillerais dans les affaires familiales. J'ai toujours pensé que je serais juste un comptable dans un bureau à Londres, vivant une vie complètement séparée de tout cela. Mais maintenant, je ne peux pas imaginer faire autre chose. Tu as du talent, ai-je affirmé, fier de la façon dont mon petit-fils s'était épanoui professionnellement au cours de cette dernière année. Plus que du talent, tu as de la passion. C'est ce qui fait la différence. Philippe s'est levé, étirant ses muscles fatigués. Nous devrions y aller. Il est déjà plus de 9 heures, et demain nous avons cette réunion avec les fournisseurs italiens très tôt. J'ai acquiescé, mais je ne me suis pas immédiatement déplacé. Allez-y devant. Je veux rester quelques minutes de plus. Mon fils a hésité, mais Victor l'a doucement tiré par le bras. Allons-y, papa. Grand-mère mérite un moment seul avec sa création. Quand ils sont partis, je me suis permis de flâner dans la boutique vide, mes doigts touchant légèrement les tissus fins, les bois polis, les détails métalliques soigneusement travaillés. Chaque élément avait été choisi avec un but, chaque pièce de la collection dessinée avec un mélange d'expérience parisienne et de liberté méditerranéenne. Je me suis arrêté devant le grand miroir dans le salon principal, observant mon reflet. Les cheveux maintenant complètement gris, que j'avais décidé de ne plus teindre. Les rides autour des yeux et de la bouche, que je n'essayais plus de cacher avec un maquillage lourd. Le corps plus mince, plus sain, grâce aux promenades quotidiennes sur la plage de Nice. Je n'étais plus seulement Élodie Beaumont, la femme d'affaires parisienne qui avait bâti un empire de la mode. Je n'étais pas non plus complètement Élise Moreau, la dame insouciante qui avait découvert le plaisir de peindre des aquarelles au coucher du soleil. J'étais les deux, et quelque chose de plus, une femme qui avait finalement compris que vivre n'était pas seulement une question de survie ou d'accumulation, mais d'être pleinement présente à chaque instant, qu'il s'agisse d'un travail intense ou d'une contemplation tranquille. Mon téléphone a vibré dans la poche de ma veste. Un message de Lucien: comment s'est passée la grande inauguration? Les étoiles de Paris n'ont pas éclipsé ton éclat, j'espère. La mer te manque. Moi aussi. J'ai souri, tapant une réponse, c'était parfait. Paris est magnifique au printemps, mais dans 2 semaines je serai de retour sur notre plage. Garde-moi une place au soleil. J'ai éteint les lumières de la boutique et je suis sorti dans la nuit parisienne. L'appartement que je partageais maintenant avec Philippe et Victor pendant mes séjours dans la capitale n'était qu'à quelques pâtés de maison.
J'ai marché lentement, savourant les sons et les odeurs familiers de la ville, si différents de ceux de Nice, mais tout autant une partie de moi maintenant. Quand Céline a dit « elle ne va plus vivre très longtemps », elle n'aurait jamais pu imaginer à quel point elle se trompait. Non seulement je continuais à être bien vivante, mais je vivais plus pleinement que jamais auparavant. J'avais découvert que la soixantaine n'était pas la fin, mais peut-être seulement le milieu du voyage. Qu'il n'était jamais trop tard pour recommencer, pour pardonner, pour apprendre, pour aimer. Et par-dessus tout, j'avais découvert que la vie, aussi longue ou courte soit-elle, est trop précieuse pour être vécue selon les conditions des autres. Que nous devons être les protagonistes de notre propre histoire, écrire notre propre fin, peindre notre propre toile avec les couleurs que nous choisissons. Tandis que je montais les escaliers vers l'appartement, où des lumières accueillantes et l'arôme d'un dîner tardif m'attendaient, j'ai pensé à toutes les femmes qui, comme moi, avaient été sous-estimées, écartées, considérées comme non pertinentes simplement à cause de l'âge. Combien d'entre elles avaient accepté ce destin sans poser de questions? Combien avaient perdu l'occasion de découvrir qui elles étaient vraiment, au-delà des rôles de mère, grand-mère, veuve? Pour toi, Bernard, ai-je murmuré aux étoiles qui se voyaient à peine à travers les lumières brillantes de Paris. Et pour toutes les femmes qui n'ont pas encore découvert leur propre force. J'ai ouvert la porte de l'appartement pour trouver Philippe et Victor dans la cuisine, préparant un dîner léger tout en discutant avec animation des détails de l'événement de ce soir-là. Mon fils a levé les yeux et m'a souri en me voyant. « Bienvenue à la maison, maman. » Après avoir décidé de prendre les rênes de ma vie à 72 ans, j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Mon histoire pourrait être la vôtre. Combien d'entre nous, femmes mûres, avons déjà entendu que nous n'allons plus vivre très longtemps? Que notre utilité est terminée? Que notre valeur a diminué? Si mon parcours a touché votre cœur, partagez dans les commentaires ce qui a le plus résonné en vous. Peut-être avez-vous aussi ressenti le poids de l'invisibilité que l'âge apporte, ou peut-être avez-vous trouvé, comme moi, le courage de changer. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Chaque abonnement est une voix qui dit « Nous, femmes d'expérience, avons encore beaucoup à vivre, à enseigner, à conquérir. » Ensemble, nous pouvons montrer que notre histoire est loin d'être terminée. En fait, le meilleur chapitre pourrait bien être en train de commencer.